Madagascar occupe actuellement la 9e place parmi les pays les moins électrifiés au monde, selon l'Agence internationale de l'énergie, tandis que le problème d'approvisionnement en électricité pèse lourdement sur le secteur de l'entrepreneuriat. Les dirigeants persistent à investir des sommes considérables dans le téléphérique qui consomme une grande quantité d'électricité. L'examen d'état du CEPE s'est déroulé en général dans un cadre serein, malgré quelques problèmes d'électricité qui ont perturbé les candidats et leurs parents, comme cela a été le cas au centre d'examen du CEG Betum Tatac à 67 hectares. Dans l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine est en visite en Corée du Nord pour un partenariat stratégique. Il s'est félicité mardi du ferme soutien apporté par la Corée du Nord à l'opération militaire russe en Ukraine, à quelques heures de son arrivée à Pyongyang pour une visite exceptionnelle, précédée d'incidents à la frontière intercoréenne. Madagascar occupe actuellement la 9e place parmi les pays les moins électrifiés au monde, selon le dernier rapport sur l'objectif de développement durable numéro 7 de l'Agence internationale de l'énergie. Le taux de croissance annuel de la consommation d'électricité du pays a été d'environ 2% entre 2010 et 2022. Selon l'AIE, seuls 36% des foyers malgaches ont accès à l'électricité et les services fournis par la société Jirama restent de mauvaise qualité, en raison notamment des fréquentes coupures de courant. Le problème d'approvisionnement en électricité pèse lourdement sur le secteur de l'entrepreneuriat. La responsable d'entreprendre au féminin de l'océan Indien, FOI Madagascar, qui regroupe plus de 300 petits et moyens entrepreneurs, l'a déploré aujourd'hui. Donc, quand il y a des coupures de courant, les activités s'arrêtent. On ne peut pas recevoir les clients si, par exemple, dans la coiffure, pour tout ce qui est élevage de poules pondeuses ou autre, ça peut vraiment causer de grands dégâts et de grandes pertes. Il y a des pertes financières, des pertes aussi en matériel, des pertes aussi de clientèle. La facture de la Jirama fait partie des dépenses, je pense, assez importantes dans les dépenses de l'entreprise. Malheureusement, elle n'est pas maîtrisable parce que la facture augmente, je dirais, presque tous les mois. Et même si on subit les délestages, malheureusement, le montant de la facture ne baisse pas. Les opérateurs économiques tirent à nouveau la sonnette d'alarme concernant la qualité des services rendus par la société Jirama, craignant que cela ne finisse par ruiner complètement l'économie malgache. Nous, notre solution à court terme, c'est que l'État trouve des solutions pour que ceux qui ont au moins la possibilité de s'acquérir de panneaux solaires ou de groupes électrogènes puissent en acquérir avec des facilités de paiement. Donc nous lançons vraiment la sonnette d'alarme pour que si on veut développer, soutenir les entrepreneurs, l'économie à Madagascar, que ce problème de délestage soit résolu ou qu'il y ait des solutions alternatives palpables qui a vraiment de l'impact pour les très petites et moyennes entreprises. En l'absence d'une solution rapide de la part des dirigeants concernant les problèmes d'électricité, la capacité de travail des entreprises sera réduite, la production diminuera et par conséquent, le nombre d'employés sera également restreint. De ce fait, de nombreuses entreprises risquent de basculer vers le secteur informel et illégal car elles seront incapables de supporter les divers impôts et taxes exigés par les autorités. Les regroupements d'opérateurs économiques continuent d'alerter sur ce problème chronique d'électricité dans le pays, mais jusqu'à présent, les dirigeants n'en ont pas fait une priorité. Le régime actuel continue de se tromper de priorité. Malgré le fait que Madagascar figure parmi les pays les moins électrifiés du monde selon l'Agence internationale de l'énergie, les dirigeants investissent des sommes considérables dans des projets comme le téléphérique qui consomment une grande quantité d'électricité au lieu de résoudre le problème d'approvisionnement en électricité à travers tout le pays. Madagascar se classe actuellement deuxième parmi les pays les plus pauvres au monde,
il ne nous reste plus qu'un seul pays devant nous avant de devenir le pays le plus pauvre au monde. Un pays a besoin d'un dirigeant pour cibler correctement les priorités de gestion des affaires nationales, tout comme le rôle des parents au sein d'un foyer. Le projet de téléphérique n'est pas une priorité et je doute que le tarif de ce mode de transport soit abordable pour la majorité des Malgaches. Dans la première semaine, il suscitera probablement de l'enthousiasme, mais par la suite, il risque de ne pas être utilisé, ce qui pourrait conduire l'entreprise à la faillite. Madagascar est dans une situation critique selon les explications. Tous les indicateurs le montrent. Tous les secteurs subissent des pressions directes ou indirectes en raison de la mauvaise gouvernance du pays. Les acteurs de ces secteurs qui risquent de se lever pour exprimer leur mécontentement après la publication des résultats officiels des dernières élections législatives. L'examen d'état du CPE s'est déroulé en général dans un cadre serein malgré quelques problèmes d'électricité qui ont perturbé les candidats et leurs parents, comme cela a été le cas au centre d'examen du CEGP Tsimtataj à 67 hectares. Parmi les 529 000 candidats à cet examen d'état à travers l'île, le plus jeune a 5 ans et le plus âgé en a 46. Pour le Cisco d'Atananaji Vulben, sur les 27 579 candidats inscrits, 331 étaient absents. La préparation a été un peu difficile et en plus il y a eu des coupures d'électricité. Plusieurs salles du centre sont particulièrement sombres. Nous avons contacté la Jirama qui nous a informé qu'il s'agissait d'un problème de fil coupé. Les coupures ont commencé dès le début de l'examen. Les surveillants ont utilisé un sifflet. Certains enfants ont passé l'examen dans le noir. J'ai interrogé un enfant à ce sujet et il m'a montré plusieurs salles très sombres. Nous avons appelé la Jirama, mais nous n'avons reçu de réponse satisfaisante qu'une heure plus tard. Selon les responsables du CEGP Tsimtataj à 67 hectares, malgré les coupures de courant récurrentes, les épreuves ont dû se poursuivre. Les candidats ont tout de même pu terminer l'examen. Il s'agissait d'un délestage. Lorsque l'électricité est revenue, l'examen a pu se poursuivre normalement. Malgré les coupures, les épreuves ont continué car la salle, bien qu'un peu sombre, bénéficiait de lumière grâce aux fenêtres et aux portes. Les enfants ont pu écrire malgré tout. Dans notre centre, sur 1738 candidats inscrits, 33 étaient absents. Parmi les 7 épreuves de l'examen, les épreuves d'opération et d'histoire ont été les plus difficiles pour les candidats. Néanmoins, ils gardent bon espoir quant aux résultats. L'examen était quelque peu difficile, différent du CPE blanc. L'histoire a été très ardue, tout comme les problèmes. Les questions abordées n'avaient pas été étudiées en classe. J'ai apprécié les épreuves de français et de géographie, mais je ne suis pas très à l'aise en malagasy. Je vais continuer à étudier. Le diplôme du CEPE est important et ne doit pas être sous-estimé, ont affirmé aujourd'hui les parents qui ont soutenu leurs enfants durant l'examen. Cet examen représente une étape dans la vie, même si son importance peut être remise en question par la suite. L'examen est conçu pour évaluer le niveau de chacun, une pratique perpétuée par les générations précédentes, dont l'importance n'a pas été remise en question jusqu'à présent. Il est légitime que cet examen perdure. Le nombre de candidats muets et malentendants ayant participé à l'examen du CEPE au CEGP Tsimtataj à 67 hectares était de 14. Ils étaient accompagnés de leur interprète et ont disposé de 15 minutes supplémentaires pour les épreuves par rapport aux autres candidats. Les opérateurs économiques malgaches continuent de déplorer les difficultés causées par les conditions imposées par les autorités et les frais de transport élevés pour l'importation de marchandises depuis l'étranger. Le coût du fret n'est pas revenu à son niveau d'avant la pandémie de Covid-19 qui affiche une augmentation de près de 100%. En mai et juin, nous avons observé une forte augmentation des coûts de fret en raison des problèmes d'attaque de navires qui ont dû être sécurisés et ont nécessité des détours. Le prix du fret pour un conteneur de 40 pieds
est monté jusqu'à 8 500 $, puis est descendu à 6 500 $, avant de remonter à 6 800 $ cette semaine. Ce tarif reste instable pour le moment, loin de la norme habituelle qui est de 2 800 $. Cette hausse des prix intervient alors que les restrictions limitent la sortie d'argent à 10 000 €. Je suis particulièrement perplexe par les explications de la Samifine concernant cette mesure, prétendant qu'elle vise à lutter contre le blanchiment d'argent. Je ne comprends pas le lien entre l'achat de marchandises et le blanchiment d'argent. Ainsi, en plus du coût élevé du fret, cette loi plafonnant à 10 000 AGH le montant d'argent pouvant sortir du pays pose également des difficultés aux petits entrepreneurs qui ont déjà alerté les autorités à ce sujet. Les réponses des dirigeants concernant ces préoccupations n'ont pas encore été entendues jusqu'à présent et les sanctions à l'encontre des opérateurs économiques semblent se durcir davantage. Pour les sorties, si l'on ne fait pas de déclaration, la douane confisque l'argent à hauteur de 100%. Récemment, une personne a été trouvée en possession de 108 000 €, soit environ 2,6 milliards de francs malgaches. Apparemment, il s'agissait de la première sortie du pays pour cette personne qui n'avait pas conscience de la situation. La douane a saisi l'intégralité de l'argent à 100%. De cette somme saisie, 30% sont distribués entre les agents présents au moment de la saisie. C'est un principe inscrit dans les textes, c'est-à-dire que sur les 108 000 €, soit 2,6 milliards de francs malgaches, moins de 900 millions de francs ont été répartis entre les agents de la douane. Dans de nombreux pays à travers le monde, des contrôles de sécurité sont mis en place, plutôt que des lois strictes plafonnant les montants autorisés à sortir du pays. À l'entrée dans un pays, il est courant de devoir déclarer tout montant d'argent liquide supérieur à 10 000 €, sous peine de sanctions pour ceux qui ne respectent pas cette règle. Les règles en vigueur dans le pays diffèrent par contre de ces pratiques. La note interdisant l'exploitation forestière par les communautés de base sera désormais modifiée, convenue lors de l'atelier des VOI, les Fujnuleni-Fuden, avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable aujourd'hui. Depuis l'année 2019, la note numéro 01/19/Med/Mi, publiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avait mis fin à l'exploitation traditionnelle des forêts par les communautés de base à des fins médicinales ou pour la construction d'enclos à bétail, de maisons et bien plus encore. 5 ans après la publication de cette note par le ministère, l'OSC Tafamiaav a souligné que l'exploitation forestière illégale à Madagascar avait augmenté à cause de cette interdiction car les habitants avaient besoin de ces ressources. C'est pourquoi le représentant des VOI a demandé la modification de cette note ministérielle. Cette suspension a eu plusieurs répercussions, notamment une augmentation des infractions à la loi et des exploitations illicites, car les citoyens avaient besoin de ces ressources pour un usage quotidien, pas à des fins de commerce. Cela a conduit à une augmentation de la déforestation. La proposition de solution des VOI et des acteurs de l'environnement est d'améliorer et de réviser cette note en séparant clairement les dispositions pour l'exploitation de la communauté de base de celles destinées à l'exploitation à des fins d'enrichissement. L'atelier a abouti à la signature d'un accord entre le ministère de la Pêche, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, les acteurs environnementaux et les VOI en faveur du droit traditionnel d'exploitation des ressources forestières par les communautés de base. Lors de cet événement, il a été décidé que la note interdisant l'exploitation pour limiter la déforestation émise par le ministère en 2019 sera modifiée et améliorée. Cette initiative vise à permettre aux communautés de base de jouir pleinement de leurs droits traditionnels. La mise en œuvre de ces changements est attendue selon les explications. Abus de pouvoir et intimidation résument les actions de 3 policiers municipaux qui ont récemment extorqué de l'argent à un jeune homme qui se promenait avec sa petite amie à Ndotapénac. Alors que le couple était assis au bord de la route près des laveuses, les policiers sont intervenus et ont arrêté le jeune homme, laissant partir sa compagne.
Ils l'ont conduit dans un lieu proche où ils l'ont fait mettre à genoux pendant 3 heures, lui ont retiré ses chaussures et ont frappé la plante de ses pieds. Les policiers municipaux ont exigé 300 000 lagiages, prétendant que le jeune homme avait foulé une zone interdite. Face à son refus, les co ont continué. Ils ont ensuite fouillé ses affaires et ont découvert qu'il ne lui restait que 140 000 lagiages destinés à des achats. Ils ont pris cet argent, ne lui laissant que 400 lagiages. Même après avoir pris l'argent, ils l'ont surveillé pour s'assurer qu'il ne demanderait pas d'aide, selon son récit. Ils ont exigé 300 000 arrières, mais je ne disposais pas de cette somme. Ils ont baissé la somme à 200 000 arrières, mais tout ce que j'avais sur moi était 140 000 arrières qu'ils ont pris. Ils m'ont contraint à m'agenouiller et ont battu la plante de mes pieds avec un balai. Ils étaient des policiers municipaux. C'était inscrit sur leur gilet et leur chapeau. Ce jeune homme a ainsi appelé à un examen approfondi des méthodes de travail des policiers municipaux, affirmant que ces agents continuent d'exercer leur pression jusqu'à présent. Ils continuent de nous menacer et nous interdire de passer par la zone, alors que d'autres personnes peuvent y accéder librement. On y trouve des laveuses, des gardiens de bétail et des passants qui ne sont pas importunés. Je demande que l'on examine attentivement de tels cas, car cela opprime les personnes vulnérables comme nous, qui n'avons rien fait de mal. Simplement, nous sommes assis là, sans voler ni causer de problèmes. Où est le respect des droits de chacun face à cet incident? Les individus qui lui ont extorqué de l'argent avaient-ils le droit de le faire, même s'il était accusé à tort? Qu'en est-il de la conscience de ces individus, se prétendant membres de la police municipale, qui ont injustement pris de l'argent et infligé des tortures? Telles sont les questions de ce jeune homme à la suite de cet incident. L'annonce a été faite à la télévision d'État. Vladimir Poutine en visite officielle en Corée du Nord. Une première depuis les années 2000. À l'époque, c'est Kim Jong-il qui se tenait aux côtés du président russe. Maintenant, c'est au tour de son fils, qui dirige le régime totalitaire nord-coréen, d'accueillir le chef d'État. Les deux leaders n'en sont pas à leur première rencontre. En septembre dernier, Kim Jong-un avait rendu visite à Vladimir Poutine en Russie. Ce nouveau voyage en sens inverse cette fois marque le rapprochement accéléré des deux pays sur fond de guerre en Ukraine, comme l'a déclaré Vladimir Poutine dans la presse officielle nord-coréenne. Nous apprécions grandement le soutien ferme de la Corée du Nord à l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, sa solidarité avec nous sur les grandes questions internationales, sa volonté de défendre des priorités et des points de vue communs auprès des Nations Unies. Pyongyang s'affiche de plus en plus comme un allié de poids de la Russie dans sa guerre en Ukraine. Kiev enquête actuellement sur l'utilisation des missiles balistiques nord-coréens par Moscou. Le gouvernement sud-coréen a affirmé, lui, en mars dernier, que son voisin du Nord avait livré 7000 conteneurs d'armement à la Russie, en grande partie des munitions. De son côté, Pyongyang s'intéresse de près à la technologie spatiale russe, notamment pour son programme de lancement de satellites, une coopération ouvertement critiquée par Washington. Nous ne sommes pas préoccupés par ce voyage. Ce qui nous préoccupe, c'est l'approfondissement de la relation entre ces deux pays, pas seulement à cause de l'impact que cela aura sur le peuple ukrainien, mais aussi parce qu'il pourrait y avoir une certaine réciprocité qui pourrait affecter la sécurité de la péninsule coréenne. Lors de cette visite, Moscou espère signer un accord de partenariat stratégique avec la Corée du Nord, pays qui, comme la Russie, est sous le coup des sanctions occidentales.